de traduction pour une sortie mondiale simultanée est une première. Vous pouvez vous estimer chanceux. Après vous. Bienvenue dans le monde de Régis Froissart. Après Populaire, un premier film remarqué et remarquable en 2012, il revient avec Les Traducteurs, dans un registre contemporain, plus ambigu, où chacun avance masqué. Un thriller sentimental en forme de puzzle, digne d'équations mathématiques, dans lequel la littérature est prise comme objet de grande consommation, dans un monde où la société a vendu son âme et a perdu son imagination. T'es prêt à enfermer tes traducteurs dans un bunker, à les traiter comme du bétail? Nous avons pris toutes les précautions du monde. Isoler les traducteurs, confisquer les portables, couper Internet. Это не просто триллер. Это фундаментальный текст. Un film dans lequel on croise les fantômes de Hitchcock, Julien Duvivier et les comédies de John Hughes. Allez, laissez-vous aller et vous verrez que le cinéma de Régis Froissart a la marque des grands, ceux qui font rimer évasion, émotion et exigence. Bonjour Régis Froissart et bienvenue. Bonjour. Bienvenue dans ce petit oasis du cinéma et de la cinéphilie. Alors je vous propose pour ce petit rendez-vous un voyage dans votre nouveau film Les Traducteurs. J'ai vu et c'est un spectacle incroyable, mais c'est aussi, j'ai l'impression, un drôle de jeu de piste. Et il y a plein de clins d'œil au cinéma classique. Et je voudrais que vous nous fassiez une confidence parce que j'ai un petit peu enquêté, Régis Froissart, pardon, mais vous avez un rapport très particulier à la musique de film. Vous voyez où je vous emmenais? Oui, très bien. En fait, très bien. en fait, vous avez découvert le cinéma par la musique de film. Oui, avant de voir des films, que ce soit au cinéma ou à la télévision, j'ai d'abord écouté énormément de musique de film. Mes parents avaient des compilations de musique de film avec Maurice Jarre, Michel Legrand, Nino Rota, Ennio Morricone et beaucoup d'autres. Et je les écoutais en boucle. Mais vous saviez que c'était des musiques de film? Oui, absolument. Et alors, vous faisiez votre cinéma? Je me faisais mon cinéma, oui, absolument. Et c'était absolument incroyable de voyager comme ça. Donc le hors-champ fonctionnait énormément chez moi. Ce que j'aime aussi au cinéma, d'ailleurs, c'est travailler sur le hors-champ. Donc de travailler sur l'imagination du spectateur. J'ai énormément écouté toutes ces musiques. Et après, j'ai découvert les films. Et alors, ça a été un choc? Le premier choc, en fait, ça a été de voir les images de « Il était une fois la Révolution », alors que je connaissais très très bien la musique. Parce que je pensais voir un western traditionnel, comme ceux que je pouvais voir à la télé, dans les cycles, les Hawks, les Ford, ou ce genre de choses. Et un des premiers plans du film, c'est James Coburn qui arrive en moto. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas possible. C'est complètement anachronique. Ce n'est pas un western. Ça peut pas être un western. Effectivement, c'est un western. Mais un peu plus tard que dans l'histoire que ceux qu'on a vus. Et c'est un western qui m'a énormément marqué. Parce que c'est non seulement un film de genre, mais un film aussi très émouvant. Oui. Très, très émouvant. C'est une histoire de trahison. C'est une histoire de déception, puis c'est une histoire aussi politique. Et puis surtout, de quelque chose de l'ordre de la liberté. Not my country. My country is me and my family. Well, your country's also Huerta, and the governor, and the landlords, and Gunther Ruse and his locusts. And this little revolution we're having here. Revolution? Revolution. Please don't try to tell me about revolution. I know all about the revolutions and how they start. The people that read the books, they go to the people that don't read the books. They poor people and they say, ho, the time has come to have a change. Huh? Shit, shush! I know what I'm talking about when I'm talking about the revolutions. The people who read the books go to the people who can't read the books, the poor people, and say, we have to have a change, so the poor people make the change, huh? And then the people who read the books, they all sit around the big polished tables and they talk and talk and talk and eat and eat and eat. Huh? But what has happened to the poor people? They're dead! That's your revolution. Votre nouveau film, Les Traducteurs, c'est un film de genre. On passe de l'arnaque à la mystification. Est-ce que la mise en scène, ça n'a pas à voir avec... entre guillemets, ne vous froissez pas Régis, cette escroquerie, parce qu'il est question de faire croire à quelque chose qui n'existe pas. Un escroc va faire croire à quelqu'un quelque chose, et le rôle du metteur en scène, c'est de nous faire croire à nous, spectateurs, quelque chose qui n'existe pas.
Oui, c'est ça, c'est l'escroquerie, le crime Ouais. est un spectacle, et le crime est réussi quand les gens jouent bien. En fait, c'est une question de playing, comme disent les Américains, c'est une question de jeu. Si le jeu est bon, si les acteurs sont bons, en fait, les gens peuvent réussir une escroquerie et réussir un crime. Alors ça, c'est important ce que vous dites. C'est-à-dire Mais que vous mettez le scénario presque derrière en disant que ce qui fait un très bon film de genre, c'est d'abord l'interprétation. Oui, absolument. Surtout que... et en plus, il y a cette jouissance pour un réalisateur de voir des comédiens, finalement, qui non seulement jouent leur personnage, mais jouent aussi, en fait, d'autres personnages. Cette mise en abîme, elle est très intéressante parce qu'en plus, c'est là où on se demande mais quelle est la part du vrai, quel est l'acteur, quel est qui est sous cette couche, quoi. Ouais. C'est le jeu de masque qui vous intéresse. Ouais, j'adore les masques, mais j'adore aussi tout ce qui s'apparente à la notion de réalité ou de perte de la réalité, à savoir, est-ce que finalement, par exemple, vous ne m'avez pas écrit les réponses que je dois dire, et est-ce que je ne connais pas vos questions en avance? Ça, le spectateur ne peut pas le savoir. Non, ça c'est vrai. Ça appartient à la magie. Parce que vous êtes un grand fan de magie. J'adore ça. Et pour vous, construire un scénario, c'est construire un numéro de magie. Je crois qu'en fait, ça doit être dû à l'enfance. En fait, c'est d'essayer de retrouver, soit le cinéma qu'on a aimé, mais aussi retrouver ce plaisir de jouer, comme si, comme lorsqu'on était enfant. C'est très très important. C'est ce que je dis aussi aux comédiens, à chaque fois, de retrouver cette part d'enfance ou d'adolescent pour arriver à jouer sans la technique et en étant le moins inhibé possible. Il y a quelques metteurs en scène qui sont proches de la magie, qui aiment ça au point où on la pratique. Moi, je me souviens de conversations avec Bruno Podalides. Ouais. Orson Welles était aussi un fan de magie. Ouais. Cocteau, exactement. Woody Allen. Ouais. Woody Allen, Cocteau sont des magiciens, sont des gens qui aiment ça. Moi, je ne suis pas magicien, mais j'ai un de mes meilleurs amis qui, lui, est magicien. Donc il m'apprend des tours et que je ne reproduis pas parce que je suis trop timide pour le faire. Mais en tout cas, je comprends comment les concevoir. Donc lui m'a beaucoup aidé pour en fait concevoir le scénario, m'a beaucoup aidé sans avoir vu le film, mais sur des questions que je pouvais me poser sur le montage. C'est-à-dire cette espèce comment dire, à un moment où on perd justement le sens des réalités. On se dit, mais est-ce que finalement, il y a un truc ou pas? On a besoin d'y croire. On a besoin d'y croire. Donc il y a de l'ordre de la spiritualité, de l'ordre de la transcendance. Là-dedans, ça questionne aussi ces choses-là. Eh, on n'entend plus rien. Vous allez entendre quelque chose. Tout à l'heure, Victorine, ça n'est pas le moment. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne vous êtes pas demandé, non? Vous ne vous êtes pas demandé pourquoi, au bout de 15 ans, Marie-Octobre avait éprouvé le besoin de vous revoir, non? Ce qu'il y a d'important dans ce nouveau film, Les Traducteurs, c'est qu'en plus, il touche à deux genres de cinéma très particuliers. Le huis clos et le film de groupe. Alors, moi, il y a deux films comme ça que j'ai posés. Il y a 12 hommes en colère, qui me paraît évident. Et puis, Marie-Octobre. Il y a 15 ans, cette maison a été assiégée par la Gestapo. Tous, nous avons pu par miracle lui échapper. Tous, sauf Castille. Il faut en fait mettre en scène toutes ces personnes. Et donc, j'ai forcément revu 12 hommes en colère, j'ai forcément revu Marie-Octobre pour voir comment en fait Duvivier et lui mettaient en scène. Comment ils arrivaient à créer du mouvement, quel format aussi ils ont choisi. Ça, oui, parce que important. ça, c'est important. On ne se souvient plus, mais Duvivier, je crois que c'est en 4 tiers. Ouais. Et il y a 4 tiers et il y a une pléiade de personnages autour de Daniel Darieux. Et on se demande comment ils tiennent dans cet écran qui devient une boîte de conserve, alors que vous êtes en cinémascope. Parce que je pense qu'on n'avait pas les mêmes décors, que le film de Duvivier est entièrement tourné en studio. Ouais. Ce qui fait aussi que c'était une époque où il y avait des sortes de piscines, enfin ce qu'on appelle des piscines, c'est-à-dire on peut placer la caméra très bas
Et donc, il pouvait exploiter absolument tout le décor et la grandeur, la hauteur des personnages. Donc moi, je n'avais pas ça déjà, je n'avais pas ce confort de tournage. Je me suis souvent posé la question de savoir comment la Gestapo avait été alertée. Comment elle avait su le lieu et l'heure exacte de notre réunion. Pendant 15 ans, cette question est restée sans réponse. Et voilà, il n'y a pas de bon Dieu pour les traîtres. Un autre film d'enfermement, pour le coup, puisque vous parlez de technicité, et vous êtes aussi un réalisateur technique, il y a Lifeboat. Ouais. Ça aussi, ça marche de Oui, Hitchcock. C'est un film qui m'a beaucoup marqué aussi parce que il y a je trouve que d'ailleurs que c'est presque le film où les personnages sont les plus ambigus. Même si, comment dire, les personnages chez Hitchcock ont plusieurs facettes, ont plusieurs couches, mais celui-ci en particulier. En plus, ça traite quand même d'un sujet, voilà, du nazisme, c'est quand même un sujet très lourd et tout, et où je m'y retrouve en fait dans l'ambiguïté. C'est ce qui m'intéresse au cinéma. C'est quelque chose qu'on a de moins en moins. On est beaucoup plus dans... on a la peur d'être jugé, ou qu'on juge les personnages, et que si on juge les personnages, on juge le metteur en scène aussi. Alors que voilà, les personnages de Lifeboat sont vraiment pas clairs, et mes personnages non plus. Ils ont tous quelque chose à cacher. Voilà, je crois en fait, trouver vraiment le rapprochement entre Lifeboat et entre les traducteurs, c'est qu'effectivement Lifeboat, c'est pas un film d'évasion, parce que c'est impossible. Voilà. Et les traducteurs non plus. C'est pas un film d'évasion. Quoique je peux faire croire au départ que ça en est un. Mais le but du film aussi, c'est ça, c'est de faire croire que vous pensiez que c'était un film de casse, ce n'est pas un film de casse. Vous pensiez que c'était un whodunit où il faut trouver le coupable, ce n'est pas un whodunit. Vous pensiez que c'était un film d'évasion, ce n'est pas un film d'évasion. Pour au final faire un tour de magie et qu'on comprenne tous les ressorts du film et tout ce que ça imbrique. Est-ce que c'est ça que vous lui empruntez à Hitchcock? Il nous a appris que le blanc n'était pas forcément le bien, et inversement. Ça, vous lui empruntez ça? Ouais, complètement, parce que c'est... il n'y a pas moins manichéen que Hitchcock. Et c'est rare, je trouve. En fait, peut-être aussi c'est parce que c'est un cinéaste qui vient d'Europe. Peut-être qu'il a ça en lui, alors que dans beaucoup de thrillers américains, voilà, c'est le blanc et le noir. Mais d'ailleurs, les polars les plus, je trouve les plus intéressants et les plus intimistes et les plus sentimentaux sont souvent en fait ceux réalisés par des Européens qui sont allés aux États-Unis. Que ce soit Polanski avec Chinatown, il n'y a pas plus, comment dire, ambigu, étrange que cette fin, que ce soit Hitchcock, que ce soit Wilder avec Assurance sur la mort, c'est ça? Oui. Et c'est assez passionnant. On est plus tordu au final. I don't know what you are talking about. This is the craziest, the most insane thing. Stop it! I'm gonna make it easy for you. You were jealous, you had a fight. He fell, he hit his head. It was an accident, but his girl is a witness. So you had to shut her up. You don't have the guts to harm her, but you got the money to keep her mouth shut. Yes or no? No! Who is she? And don't give me that crap about your sister because you don't have a sister. I'll tell you the truth. Good. What's her name? Catherine. Catherine who? She's my daughter. I said I want the truth. She's my sister. She's my daughter. My sister, my daughter. I said I want the truth! She's my sister and my daughter. Vous travaillez beaucoup, votre direction artistique. C'est rare en France, donc c'est pour ça que je me permets de le souligner. Elles sont où vos références visuelles pour les traducteurs? Parce que vous créez beaucoup de contraintes. Les gens vont le découvrir, les traducteurs sont assis à une table, et quand on aligne des tables et qu'on met des personnages derrière, on peut se demander comment on les filme. En fait, je me suis demandé ça, et j'ai repensé à un huis clos, justement, de mon adolescence, qui est Breakfast Club. La comédie de John Hughes. Voilà. Vous prenez une comédie pour filmer? Mais pourquoi pas?
Ah mais c'est génial. C'est-à-dire que là, il se pose des problèmes purement de mise en scène. Comment en fait filmer 5 personnes dans ce lieu, dans cette bibliothèque. Moi, c'est une bibliothèque aussi. Oui. Et c'est comment les filmer, comment faire exister tous les personnages qui sont soit hors champ, soit en second plan ou en troisième plan. Et le film de John Hughes, il faut le voir pas simplement pour ce truc nostalgique des années 80, mais aussi pour sa mise en scène et les risques qu'il prend. C'est-à-dire que il y a cette scène à la fin qui est la scène de confession où chacun parle, chacun à son tour, qui prend énormément de risques. C'est-à-dire que la caméra est véritablement centrée sur un personnage et il y a très peu de plans d'écoute en fait. Donc il n'a rien coupé. Et donc ça laisse les acteurs véritablement évoluer. Je me souviens d'Anthony Michael Hall, personnage de celui qui est bon en classe, qui fait une performance absolument dingue. Et je me suis inspiré de cette séquence pour une qu'il y a dans mon film. Tout peut m'influencer parce qu'il y a des vrais désirs de cinéma. Et chez John Hughes, il y a un vrai désir de cinéma. We accept the fact that we had to sacrifice a whole Saturday in detention for whatever it was we did wrong. But we think you're crazy to make us write an essay telling you who we think we are. And you see us as you want to see us. In the simplest terms, with the most convenient definitions. But what we found out is that each one of us is a brain, and an athlete, and a basket case, a princess, and a criminal. Does that answer your question? Sincerely yours, The Breakfast Club. Vous nous avez donné beaucoup de références. Merci pour ce cadeau et tous ces films à revoir. Vous restez, j'ai mis une petite bûche. Très bien. Merci beaucoup Régis Poinsart. Merci à vous.